Bon mercredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes. C'est la troisième édition de la revue de la semaine avec la nouvelle expression qui parle de l'arrestation arbitraire des ONG. Appelle donc à protester. C'est le grand titre proposé par le tabloïd. Le journal explique simplement qu'afin de dénoncer les interpellations massives et illégales des manifestants du 22 septembre 2020, des organisations non gouvernementales invitent les Camerounais épris de paix et de justice à se... C'est ce que vous aurez à lire en page 2 du journal. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de football. 900 millions de francs CFA en procédure judiciaire. C'est ce que la Fédération a dépensé en 5 ans dans les procédures inutiles, selon son président. C'est en page 4 de ce numéro disponible en kiosque également ce matin. Le journal parle aussi du contentieux post-électoral. Le Social-Démocratique Front conserve Bafoussam premier. La décision du tribunal administratif de l'Ouest demande aux demandants donc la reprise des élections n'a pas été entérinée. On va découvrir tout ça également en page 2 de la nouvelle expression. Le Messager, pour sa part, parle de chambre d'agriculture avec le testament de Joseph Roland Mata. C'est le titre proposé par le journal. Les dernières volontés du président de l'institution consulaire livrées donc en exclusivité au Messager par son secrétaire général. C'est en page 5. On parle aussi de l'affaire Edgar Lembengo et compagnie. Les dessous d'un lynchage médiatico-politique. C'est une question pour Faustin et Touquet. Le procès est intenté pour détournement de fonds publics à l'ex-ministère de la Défense, ministre de la Défense, et donc sans objet. C'est ce qu'on lit en page 11 du journal ce matin. Le journal parle également de la lutte contre le chômage avec la MIFI qui se tourne donc vers les productions, la production du miel précisément pour permettre justement à la jeunesse de trouver des emplois. C'est ce qu'on lit en page 8. Et puis les du Sahel de ce matin parle de l'élection qui présidera donc le conseil régional de la Damawa. C'est une question avec quelques visages présentés également par le dossier, par le journal dans un dossier de la page 6 à la page 8. Le même journal parle également du VIH-Sida. La Damawa en tête dans le septentrion avec un taux de prévalence de 4,9%. C'est à lire en page 2 de ce numéro qui s'intéresse à Garoua précisément avec une affaire de une jeune de 13 ans est mariée donc à un homme de 55 ans. C'est un phénomène qui se poursuit également dans cette partie du pays et relevé ici par le journal L'Œil du Sahel. Je vous invite à lire également la suite. L'autre journal disponible en kiosque, c'est Émergence qui parle des deniers publics, le top 10 des plus grands détourneurs du Cameroun. C'est à lire dans le journal avec des visages bien connus de la République également, des personnalités qui ont occupé des postes importants dans notre pays et d'autres encore peut-être en fonction aussi, selon bien sûr le tabloïd. Vous aurez l'occasion de lire également le dossier de ce matin. Et d'autres sujets. Le journal Le Jour parle de droits de l'homme au pays des 600 prisonniers politiques. C'est le journal qui propose le sujet ce matin également. Et d'autres informations à découvrir dans le même numéro, disponible en kiosque ce jour. Et puis Mutation parle de revendications des anglophones avec la NAS dans la NAS. C'est le titre proposé par le tabloïd, simplement pour expliquer qu'il y a quand même un mauvais vent avec des voix qui s'élèvent pour dénoncer le budget jugé dérisoire par la structure. C'est à découvrir dans le journal Mutation, qui a également d'autres informations ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de rentrée scolaire 2020-2021 avec le gouvernement qui offre 4 millions de manuels scolaires gratuits dans plusieurs établissements scolaires de la République. C'est à lire dans le journal. Le dossier proposé par le tabloïd. Le même journal a d'autres informations également à lire ce matin. Tout comme West Echo qui a un kiosque également qui rappelle quand même que demain c'est le 1er octobre. Et là, vous aurez à lire la suite aussi. Pourquoi ce rappel? C'est à découvrir dans le journal disponible en kiosque qui a également d'autres informations. Et puis le journal L'économie quotidien de ce matin parle donc d'accompagnement avec près de 10 000 PME à mettre donc à niveau dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voyez-vous, ce sont donc des accords qui ont été signés pour permettre justement à tout ce qui doit être fait dans les deux régions d'être bien mené. Et c'est à lire dans le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme Cameroun Tribune qui parle de l'an 1 du grand dialogue national, de nombreuses avancées enregistrées. C'est le dossier proposé par le journal de la page 6 à la page 12, des réactions des acteurs et politiques et même de la société civile à lire dans le journal ce matin. Cameroun Tribune également. Et puis Kalara parle de répression avec 100 manifestants du mouvement pour la renaissance du Cameroun devant le tribunal militaire. C'est un dossier également proposé par le tabloïd que je vous invite à lire ce matin. Et puis on parle de fort déploiement des policiers au TCS
pour le procès d'Edgar Alem Bengo. C'est un autre article également à lire dans le journal disponible en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Vous aurez l'occasion de découvrir toute l'actualité dans les tabloïds et beaucoup plus. Vous aurez également la possibilité aussi d'aller en kiosque puisqu'il faut nourrir la presse également ce matin. Alors, une presse qui coûte 400 francs CFA. Nos invités sont déjà sur ce plateau pour commenter les sujets proposés par les tabloïds. Il y a, Idriss Issam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Flavien, bonjour spécial aujourd'hui à tous les présidents des associations des parents d'élèves et des enseignants. Oui. Vous savez que les APE sont ces associations-là qui doivent recevoir en principe tous les parents qui ont des élèves dans les lycées et collèges et aussi dans les écoles primaires. Donc, je salue tous ces présidents. Je salue surtout les APE qui, depuis 5 ans, 10 ans, ont gardé les mêmes taux. C'est-à-dire qu'il y a les APE où on paye 30 000 par an. On ne voit rien changer dans l'établissement. Et ça s'est fait comme ça au vu au-dessus de tout le monde. Personne ne se plaint, personne n'en parle. Il y a les APE où les mandats des présidents qui doivent faire, je crois, 2 ans, renouvelables, je crois, une fois, et reviennent. Ils sont ad vitam aeternam et c'est une bande de copains. Je salue tous ces présidents d'APE et tous ces chefs d'établissement qui ont créé une mafia autour de cette affaire. Je salue particulièrement les parents qui sont chez eux et qui payent l'APE, qui se plaignent dans les maisons, mais qui ne bougent pas et qui ne veulent pas que ça change. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Non, mais en fait, les parents doivent observer, doivent être présents dans les réunions d'APE. Ils doivent assister, ils doivent revendiquer d'abord les assemblées générales. Quand est-ce que ça se tient? Parce que personne n'est au courant. Et ils doivent valider le plan d'action, arrêter le budget. C'est pas parce que l'APE cette année coûte peut-être 25 000 que l'année prochaine ça doit coûter la même chose. Elle peut même baisser au cas où le plan d'action arrêté permet de faire de montrer de telle sorte que il y a eu peut-être des avancées, il y a eu des améliorations. C'est parce que chez nous, on a arrêté les prix. 25 000, 30 000 ou 20 000, ça ne change pas. Il n'y a même si on n'évalue jamais, pas de bilan, mais le bilan n'est pas présenté, le bilan est entre le proviseur et le bureau. Ils se contentent de cela. Donc, il faut que ça cesse. C'est une mafia hyper organisée et dont personne ne parle. D'accord. Alors, donc, ils auront certainement la possibilité de parler au cours des prochaines rencontres. Bonjour, Prince Aristide Ngekam. Bonjour Flavien, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais embrayer sur le sujet qu'a évoqué Idriss pour féliciter un préfet, le préfet François Etapa, le préfet d'Undé, qui a sorti une note pour interdire à tous les chefs d'établissement, les présidents notamment de APE, d'augmenter les frais d'APE. Et qu'il a indiqué que ces frais restent statiques, qui ne voudrait pas que dans tout son département, que ces frais soient augmentés. Donc voilà un préfet au moins qui est attentif, qui est au fait d'un certain nombre de choses qui se passent dans les établissements scolaires. Je voudrais sortir par là pour saluer les populations de Makari, c'est dans le Logon Echari, où il y a une guerre entre les chefs traditionnels de ce côté. Vous savez que les régionaux sont là. Et les chefs traditionnels là-bas, de ce côté, n'arrivent pas à s'entendre. Vous savez, autour du préfet du Logon Echari, le préfet a tout fait pour qu'il y ait une liste consensuelle et en intimidant même un certain nombre de chefs traditionnels, mais alors, notamment le chef traditionnel... Vous permettez qu'on parle de ce sujet qui est contenu dans le journal L'Œil du Sahel ce matin. Exactement. Vous voyez bien que c'est la grande une du journal. L'Œil du Sahel qui parle pose la question qui présidera le conseil régional dans la Damawa. Et donc ça fait grabuge dans ce parti politique est le RDPC, les militants qui sont, que ce soit les militants de base ou encore ceux qui sont même appelés à aller aux urnes, qui ne sont pas du tout contents par rapport à certaines positions qui sont prises par la hiérarchie de cette formation politique. Mais notez que le RDPC, il faut noter, le RDPC est un parti politique qui est bien organisé et dans ce parti, on vous dit que c'est le comité central qui investit, c'est le président national du RDPC qui investit. C'est-à-dire que vous pouvez estimer que vous êtes meilleur, mais les hiérarques du comité central estiment que le choix est pour une autre personne. Et vous devez observer la discipline du parti. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans les formulaires de candidature des militants du RDPC, il y a un formulaire qui indique que vous devriez comment je vais dire ça, accepter le verdict du comité central. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un militant, si le parti décide de choisir Flavien Malondongo,
vous l'acceptez. Même si vous estimez que Flavien Malandogo n'a pas le profil adéquat, mais le parti peut décider autrement. Vous voyez, l'Œil du Sahel est en train de faire une sorte d'édition spéciale, appelons-le comme ça, dans toutes les différentes régions de septentrion. Et je pense la fois dernière, c'était l'extrême nord où il a présenté les potentiels présidents du conseil régional. Aujourd'hui, il présente du côté de l'Adamawa, vous avez les noms pratiquement qui sont connus là-bas, mais la base de ce côté-là estime que le choix doit s'opérer parmi les conseillers régionaux qu'on connaît, que la base connaît, dont la base se reconnaît en elle, que ce sont ceux-là qui doivent choisir. Et notamment, je parlais tout à l'heure du choix des chefs traditionnels dans le Grand Nord qui créent des grabuges. Aujourd'hui, vous avez remarqué que c'est le préfet qui réunit les chefs traditionnels en leur disant « Nous voulons le consensus ». En principe, chacun devrait venir déposer sa candidature et attendre le jour de l'élection. Or, il se trouve que dans ce département-là, vous avez une panoplie de chefs traditionnels. Vous avez trois chefs traditionnels de premier degré, je prends une vingtaine de second degré. Et je le disais, il y a le sultan de Makari qui a un très bon profil, mais que le préfet estime qu'il doit laisser la place à une autre personne. Heureusement que ce chef traditionnel a maintenu sa candidature et attend valablement, comme les textes l'indiquent, l'élection. D'accord, on comprend bien qu'il y a cette ambiance le collège électoral puisse malgré notamment le délai du dépôt des dossiers déjà forclos. Donc on le constate avec le titre du journal L'Œil du Sahel qui pose la question qui va représenter sur le plan régional le Conseil. Oui, en fait, il faut dire que L'Œil du Sahel, dans ce dossier de 2 pages, essaie de présenter la situation qui se pose. Il y a beaucoup de recalés. Donc, il y a par exemple ce chef qui revendiquerait son statut de boom au niveau d'un Ngaoundéré qu'on a effacé, qu'on a barré de la liste des potentiels électeurs. Ouais. Donc, il est dans tous ces états et il dit que on l'accuse d'être centrafricain, mais on se pose la question comment un centrafricain va faire jusqu'à devenir un chef traditionnel de 3e degré dans une ville comme Ngaoundéré. C'est quand même très gros. Voilà le genre de choses qui sont contestées du côté de la Damawa. Et en plus, on constate que c'est un peu le repère des retraités. C'est-à-dire que le journaliste qui fait l'analyse dit dans la Damawa, on a constaté que c'est les retraités, le RDPC n'a pas tiré les leçons, et c'est tous les retraités qui n'avaient plus de fonction. Pour vivre leur retraite, vont maintenant vivre leur retraite dans le conseil régional. Donc si déjà même, Flavien, on n'a pas encore la liste définitive des candidats publiée, on n'a pas encore les contentieux qui sont en cours arrêtés, on commence à parler de qui sera le président régional. Vous voyez que les gens sont là, ils ne veulent que des positions. Et c'est cette manière de faire la politique et surtout de se comporter dans le pays qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Parce que les gens ne sont pas là. Qui devrait être candidat pour les régionales? Franchement, ça devait être quelqu'un dans un parti politique, Flavien, qui rêve de sa région. Qui rêvent, comme les candidats, les conseillers sont départementaux. Oui, mais on vous dira que ce sont les gens qui ont de l'expérience. Non, j'arrive. Mais l'expérience vient de ça. Quelqu'un qui pense, qui est un défenseur des intérêts de la région. C'est quelqu'un qui a une vision et qu'il partage avec ses camarades. Quelqu'un qui ne doit pas être là parce qu'il a loupé le poste, la liste de conseiller municipal, parce qu'il n'a pas pu être député, parce qu'il faut qu'il soit seulement là où on doit être, le parti doit envoyer. Il faut que ça cesse. Et ce problème-là, ce n'est pas seulement un problème qu'on retrouve dans le RDPC, on le retrouve dans presque tous les partis politiques, même ceux qui se disent l'opposition, parce que les gens sont dans le positionnement. Si aujourd'hui, je constate que dans la zone où je me trouve, c'est le parti tel qui a une forte affluence populaire, je vais y aller en me faisant le positionnement. Pas pour l'intérêt de ces gens-là qui veulent que les choses changent, mais pour mon intérêt personnel qui doit profiter d'un appareil qui a une bonne réputation et qui a de la masse. Et cette perception, cette manière de faire la politique est une entourloupe et ça fait de telle sorte qu'on va se retrouver dans cette décentralisation, dans ces régions avec des conseillers régionaux qui ne comprennent que dalle, dont le souci n'est même pas que la région avance. Voilà. Je voulais sortir par... Oui, vraiment. Edith a dit un mot qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de background, il faut un certain nombre d'expériences. Parce que la région, c'est quoi? C'est la décentralisation qui sera totalement effective. C'est-à-dire qu'avec la région,
c'est autour de la région que tout va se décider, les budgets vont se concevoir, les projets vont se concevoir et tout sera arrêté à ce niveau-là. Donc, ceux qui devraient aller à la région devraient être des personnes, comme on dit, au quartier capé. Non, mais en dehors du souci individuel, même un minimum d'expérience et de background intellectuel. Vous voyez, et c'est pour ça que le choix dans les départements devrait être minutieux. Je prends un exemple. On a écarté, entre guillemets, en attendant que la liste puisse être publiée par Elecam, au niveau de la Sénégal maritime, les gens comme Alphonse Ngalebibé, qui est un bon capitaine d'esprit, les gens comme Péria Nyodok, qui est un ancien directeur général d'une entreprise parapublique, qui ont de l'expérience. Et vous voyez, ce type de personnes, logiquement, les adversaires savaient que ce type de personnes qui ont des backgrounds importants devraient aller bousculer la tête de la région. Donc, ils ont été écartés directement à la base. Vous avez, par exemple, dans le ONCAM... la base a constaté que, par le passé, même avant ces élections, ces gens n'ont presque rien fait. Je vous dirais que... Je vous dirais que dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle les grands contributeurs, qui ne sont pas forcément au devant de la scène, mais ce sont ceux qui payent souvent les perdièmes des militants. C'est-à-dire que si vous allez dans la liste, et oui, si vous allez dans la liste des contributions, vous verrez qu'un monsieur comme Péria Nyodok ou bien Alphonse Ngalebibé, ce sont des grands contributeurs qui déposent pratiquement 5 à 10 millions de francs à chaque événement. D'accord. Donc, il y a ce type de... Je sortirai aussi par la liste du ONCAM. Vous verrez que dans le département du ONCAM, la liste a été un tout petit peu minutieuse. Vous avez un capitaine d'industrie qui est Emmanuel Néossi qui conduit la liste de ce côté-là. Donc, lorsque le parti, le RDPC, fait ce type de choix, c'est pour encourager que ce type de personnes puissent aller bousculer les postes au niveau de la région afin de rapporter ou alors de ramener les bons projets au niveau de leur département. Alors, mais ici, le lieu du Sahel qui donne le ton en se posant la question, donc, qui présidera donc, le conseil régional de la Damawa, à partir notamment de ce dossier qui a débuté il y a quelques semaines, pour comprendre un peu quelle est l'ambiance qui règne en ce moment, avant même le scrutin du 6 décembre. Donc, on peut déjà lire ce que le journal propose. C'est tout un dossier, la page 6 à la page 8, donc plusieurs acteurs interviennent donc, dans ce dossier-là, dans le journal du Sahel. Alors, autre chose, on parle des arrestations arbitraires dans la nouvelle expression, des ONG qui appellent à protester. Oui, en fait, parce que, vous savez, on ne peut jamais être content, on ne peut jamais être satisfait du fait que les gens, pour leur opinion, ou bien pour le fait qu'ils devaient manifester ou bien exprimer leur désaccord ou leur opinion, qu'ils soient arrêtés. Donc, les ONG, chacun est dans son rôle. Alors, ces ONG se sont assis et quand on lit la nouvelle expression, c'était un point de presse hier qui rappelait qu'il faut protester du fait qu'il y a des gens qui sont encore arrêtés après les marches prévues du 22 septembre dernier. Donc, alors, pour donner quelques chiffres proposés par un journal, notamment Le Jour, qui parle de pays de 600 prisonniers politiques, carrément. Oui, ça c'est. Je pense que Le Jour a essayé de faire une sorte de toto pour en recensant les arrestations et des personnes que Le Jour, peut-être à tort ou à raison, qualifie d'hommes politiques, c'est-à-dire que de prisonniers politiques, entre guillemets. Vous savez, vous pouvez, au Cameroun, on peut vous interpeller. Et c'est pour ça que je ne suis pas souvent d'accord par ces faits. Vous savez, lorsque aujourd'hui vous êtes interpellé pour des questions de détournement des deniers publics, pour chercher une sorte d'échappatoire, les gens courent pour être prisonniers, entre guillemets, politiques. Il faut faire très attention. Alors que nous journalistes qui suivons souvent de près ces procès, vous constatez que ces gens ont vraisemblablement détourné les fonds publics. Et du coup, un certain nombre d'ONG s'agrippent derrière un certain nombre d'ONG pour dire non, nous sommes des prisonniers politiques. Non, il faut des fois arrêter ça. Vous avez des procès, je peux citer des procès qui ont été visualisés ou alors assistés par tous les journalistes, notamment le cas de Mara Fahmi Douya. Tout le monde, c'est-à-dire que pour ceux qui ont assisté à ce procès, comprennent qu'il n'y avait pas de charge suffisante pour le maintenir là. Ce type de personne peut être qualifié de prisonnier politique. Mais vous avez des gens comme, que ce soit, je ne veux pas jeter les gens ici en pâture, mais un certain nombre de gestionnaires de fonds publics qui ont détourné de l'argent et qui se retrouvent là, qui ont raison de se retrouver. Alors vous estimez que ce sont ces gens qui font partie des 600
prisonniers. Oui, il y en a. Dont parle peut-être le Messager et le Jour. Le Jour, pardon. Dont parle le Messager et le Jour. Mais je dirais, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle prisonniers politiques? C'est des gens qui ont été, par exemple, arrêtés pour leurs opinions politiques. Vous avez la marche, notamment du 22 septembre. Nous l'avons dit ici, que cette marche, qu'il fallait l'autoriser, l'encadrer, afin qu'on ne puisse plus vivre cet état de choses au Cameroun. Nous sommes quand même en 2022. Des gens... En 2020. C'est vrai je suis certes en avance, mais en 2020, où les gens doivent s'exprimer, le président même de la République l'a souvent dit que les gens ne devraient plus aller au maquis pour s'exprimer. Mais qu'advient-il aujourd'hui que des gens pour leurs opinions, les gens pour leurs revendications soient interpellés et mis au cachot parce qu'ils ont une opinion contraire à celle du régime? Je pense que le pouvoir doit réajuster sa façon de penser. Le pouvoir doit réajuster sa façon de penser en laissant libre que les gens s'expriment, en canalisant les gens, s'ils veulent s'exprimer par le fait des marches pacifiques, en les encadrant. La fois dernière, je le disais en rigolant un peu, en disant, si les gens donnent l'itinéraire en disant, je marche ici pour Ndokoti, on les encadre. Ils marcheront jusqu'à Ndokoti, peut-être ils seront fatigués et ils vont s'arrêter. Donc, c'est un état de choses qui ne sert pas le Cameroun et qui renvoie une image négative de notre pays sur la scène internationale. Alors, dans ce titre du quotidien Le Jour, au pays des 600 prisonniers politiques, parlant des droits de l'homme, c'est le journal qui le dit également ce matin. Mais bien sûr, il faut savoir que chacun joue sa partition. Vraiment, il faut toujours, quand on lit l'information et quand on est face à une situation, surtout une situation politique comme celle-ci, où il y a des camps, chaque camp fourbit ses armes, Flavien. Donc il faut retenir ici que ceux-là qui ont décidé de marcher, c'est-à-dire avec l'option d'un gouvernement qui a décidé de prendre la chicotte, d'interdire et de faire tout le reste, et ils ont mis en branle un ensemble de mécanismes. Ils ont su qu'en venant marcher, il y aurait des risques, il y aurait des arrestations. Et pour ce faire, lorsqu'il y a des risques et des arrestations, la stratégie demande qu'on saisisse ceux-là qui doivent défendre les intérêts de ça. Parce qu'au départ, ceux qui ont déclaré la marche ont toujours déclaré la marche pacifique. Ils ont même sorti, je crois, le bréviaire du marcheur avec ce que cela comporte. Ils ont, maintenant, ils devaient le démontrer à travers les organisations non gouvernementales, à travers ceux qui sont proches de leur opinion, que ceux-là sont des victimes. C'est-à-dire qu'on doit arrêter quelqu'un qui casse, qui vient véritablement, en fait, qui nuit à la liberté des autres. Mais maintenant, quelqu'un qui a décidé de marcher, ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, c'est la guerre et non la bataille des différentes organisations non gouvernementales qui, chacune, a une posture philosophique et qui défend l'intérêt de ceux-là. C'est de ça qu'il est question. Mais alors, à la fin... Vous savez bien que le gouvernement a ses raisons, en parlant notamment du chassement de Paul Biya, l'une des raisons en tout cas qui amène le gouvernement à mettre en place ce dispositif qu'on a pu observer depuis avant, pendant et après la marche du 22. Oui, mais Flavien, le chassement, c'est un concept, et un concept, lorsqu'on le crée, il faut qu'il mobilise. Et après la mobilisation, il faut que les uns et les autres arrivent à créer la situation, c'est-à-dire renforcer les forces en présence. Nous sommes dans un champ de force. Alors, si quelqu'un crée un concept de chassement, entre l'idée et l'action, il y a un grand fossé. Et justement, moi, je pense qu'il ne faut pas donner du pouvoir au concept, un concept qui n'est peut-être pas encore matérialisé. Et entre-temps, peut-être ceux qui ont le concept, peut-être dans leur stratégie, ont-ils travaillé la mobilisation, et vous savez que le gouvernement a les outils. Est-ce que le renseignement a pu constater que ce chassement-là est tellement mobilisateur que lorsqu'on laissera les vannes ouvertes, ce sont tous les habitants de tous les quartiers, peut-être de Douala, de Yaoundé ou de Bafoussam ou des trucs qui sortiront. Je n'en sais rien, parce que ça aussi, il faut le voir. Mais maintenant, est-ce que la solution, c'est d'empêcher les marcheurs? Ça aussi. Mais entre-temps, moi je dis dans tout cela, qu'il y ait le chassement ou pas, qu'il y ait l'armée ou bien les forces de maintien de l'ordre qui sortent ou pas, dans chaque situation, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Et il y a toujours quelqu'un qui perd. D'accord. Et celui qui perd, c'est le peuple que nous sommes. Parce que nous, on est là, on veut que les enfants aient à l'école, on veut que le coronavirus soit bien pris en main et qu'on ne soit pas, nos enfants qui commencent l'école, le sein, ne soient pas pris en otage. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on crée un mécanisme, on parle de la mi-temps avec tout ce que cela comporte. Personne n'en parle. Ça bouleverse tout le système. Entre-temps, il y a les entreprises, Flavien, qui ont fermé.
les effets du coronavirus, personne ne parle de cela. Il y a des effets qui font que certains parents n'arrivent même pas à voir le frais d'APE qui vont aller payer là. Personne n'en parle. Mais entre-temps, on nous amène dans les chassements et tout le reste. Ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que ceux-là qui vivent cette galère, parce que c'est vivre ces souffrances, est-ce qu'ils ne vont pas suivre le chassement finalement parce qu'ils n'ont plus rien à faire? Est-ce que ceux-là qui nous gouvernent et qui n'arrivent pas à apporter des solutions par rapport à ces chassements ne veulent pas cacher leur incompétence? Donc vous voyez, nous sommes dans... C'est le peuple qui est dans un boule qui n'a plus la tête de quoi où mettre la tête. Et en fin de compte, ce peuple-là ne finira-t-il pas à lever la tête? Moi, je pose la question. Je pense on va Idriss a raison de le dire. Généralement, là où vous pensez qu'il y aura le soulèvement, il ne viendra pas forcément de là. Je vais vous dire, les Camerounais vivent de nombreuses frustrations qui sont relevées chaque jour par la presse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner. Et du coup, si vous organisez une marche là, même ceux-là peuvent aller marcher parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Il y a des gens, il y a des départements qui sont totalement abandonnés. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que depuis pratiquement 11 mois, à Konolinga, n'a pas d'eau et de lumière? Vous pensez que les gens sont contents là-bas? Vous pensez que si vous organisez une marche, ceux-là ne marcheront pas? Ils marcheront parce qu'ils n'ont pas d'eau et de lumière. Et ce n'est pas bien. Vous avez des gens dans l'administration centrale qui ne sont pas... Qui sont des aigris. Qui sont des aigris. Ils voient des incompétents parce qu'ils voient des incompétents, vous l'avez dit, c'est le mot, être promus. Alors qu'ils sont compétents, ils sont là. Vous avez même dans la préfecture, et je l'ai mentionné dans le journal, où vous avez des administrateurs civils à peine sortis de l'école, qui sont nommés sous-préfets, après préfets, alors que vous avez des administrateurs civils principaux, qui sont là, qui ont fait 20 ans comme sous-préfets. Et vous avez des gens qui traversent par-delà, arrivent jusqu'à gouverneur. Vous pensez que ceux-là sont contents, ceux-là ne sont pas contents. Et je voudrais revenir sur le sujet dont j'ai évoqué. Dans l'armée, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne verrez jamais un lieutenant en train de commander un colonel. Mais dans la préfectorale, ça se fait. Vous avez des administrateurs civils qui sont pas des postes au-dessus des administrateurs civils principaux. Ce sont des frustrations que le gouvernement doit pouvoir élaguer. Et je pense je pense que c'est tellement important pour vous dire aujourd'hui que les Camerounais sont tellement frustrés dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, ne soyez pas... Et je pense qu'en empêchant même ces marches, le gouvernement est conscient qu'il a beaucoup de tard et qu'au moindre bémol, tout le monde descendra dans la rue. Parce que chacun a un problème qui le dérange. D'accord. Alors, donc on peut lire également la presse ce matin, donc la nouvelle expression avec les ONG qui appellent à protester et le quotidien Le Jour qui parle le pays des 600 prisonniers politiques. Vous aurez à lire ces traitements dans la presse ce matin. Alors, on va peut-être sortir avec le journal Émergence qui parle des deniers publics avec le top 10 des plus grands détourneurs du Cameroun. Oui, en fait, il faut dire que le journal a réalisé une enquête et nous présente, pour le journal, les critères, ceux-là qui, selon le journal, sont vraiment le top. Vous savez que dans toute situation, depuis l'arrivée de l'opération Épervier, on peut, à l'analyse des griefs, à l'analyse des procès en cours avec les différents prisonniers qui sont en fait, on peut faire un tableau et voir que parmi tous ceux-là qui sont indexés, voilà le maillot jaune, voilà le numéro 1, celui qui a pris beaucoup plus d'argent au Cameroun. Voilà un triste pays où on ne peut que sortir les top, le classement de ceux-là qui pillent la fortune publique. Et pendant ces temps, je vous assure, Flavien, le top 10 qui est sorti là, nous sommes aujourd'hui le 30. C'est bien cela, le 30 septembre 2020. Si on vient le 1er décembre, le top 10 va changer. Je vous dis que chaque jour qui passe, ça dit que les gens, c'est comme si c'est la course à celui qui pillera le plus la fortune publique. Et toutes les techniques sont utilisées et tous les mécanismes sont utilisés. Je vous assure que plus l'opération Épervier semble être présente, plus ceux qui gèrent la fortune publique pillent et continuent de piller. Parce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, vous voyez une route qui coûterait 1 milliard, elle est faite à moins de 100 millions. Parce que 900 millions se passent dans les bacs chiches avec tout ce que cela comporte. Et c'est connu de tous et personne n'en parle. Parce qu'après un mois que la route est livrée, on voit comment il y a des trous. Une route qui coûte 5 milliards se trouve à 45 milliards. Dans ce pays, ça, et c'est connu et vu de tous, personne, on en parle, on en rit, la presse évoque cela, et les gens sont... C'est quand on arrêtera la personne, on dira, ah oui, mais c'est comme ça. On va parler par exemple, je pense qu'au-delà de
de ce classement, il faut interpeller le journal en disant que le classement doit tenir compte des condamnations définitives. Parce qu'on a vu dans des procès où les personnalités sont encore en instruction en avant des chiffres faramineuses, mais lors du déroulement des procès, les chiffres baissent pratiquement du 1/10. Donc je pense que ce type de classement doit tenir compte des condamnations définitives. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'extrait du primitif de ces condamnations, on vous dit que ce monsieur a été condamné pour avoir détourné tel montant. Je pense que le classement doit se faire. D'accord, le journal devrait tenir compte de ça pour faire son top, le top 10 des plus grands détourneurs. D'accord. Merci à vous, chers messieurs. On va laisser le soin aux lecteurs d'aller lire justement ce que la presse a réservé. Nous sommes mercredi et bien entendu, demain, nous serons jeudi et ce sera le 1er octobre. Et voilà, donc à 9h20 minutes, ce sera la 4e édition de... Exactement, mais le 1er octobre nous rappelle la fête de l'indépendance de l'autre côté du Nozo. Vous savez qu'à chaque 1er octobre, il y a une sorte de manifestation de ce côté-là pour réclamer l'indépendance D'accord. Merci à vous. Southern Cameroun notamment. Bonne journée et à demain 9h20 minutes.